Vous n'avez pas pu la rater lors des Jeux Olympiques de Paris, car elle était partout. Mais est-ce que vous connaissez vraiment le parcours de celle qui s'est imposée comme une évidence pour être la dernière relayeuse de la flamme olympique? En fait, la surprise était presque qu'elle soit accompagnée pour enflammer la vasque, car parmi tous les plus grands champions et championnes que la France ait connus, son nom se détachait de loin, pour son palmarès, pour son histoire, pour son lien avec l'olympisme, pour ce qu'elle représente. Déjà pour moi, il n'y a personne au-dessus de Marie-Josée Pérec. C'est elle qui m'a fait le plus rêver. Marie-Josée Pérec, c'est une reine. C'est une reine en fait. Qui aimerais-tu voir allumer la vasque à Paris vendredi? Marie-Josée Pérec, sans hésitation. Et si comme moi vous n'étiez pas encore né, ou bien trop jeune pour suivre ses exploits, voici l'incroyable histoire de Marie-Josée Pérec. Son histoire commence en 1968, en Guadeloupe. Marie-Josée y grandit, élevée essentiellement par sa grand-mère, suite au divorce de ses parents. Très jeune, elle se sent déjà différente des autres, car fortement complexée par sa grande taille. Bien que timide, elle ne passe en effet pas inaperçue, du haut de son 1m75 à seulement 12 ans, et elle court déjà plus vite que tous les enfants de son âge lors des récréations. Mais c'est d'abord vers le basketball qu'on l'oriente, pour sa grande taille. Finalement, une professeure de PS repère ses qualités athlétiques et l'inscrit à une course, où elle bat des filles du sport-études sans même s'être entraînée, lui permettant surtout d'être sélectionnée au championnat de France scolaire. Elle y obtient la 2e place, mais elle est finalement déclassée à la suite d'une sortie de couloir. Malgré tout, elle est repérée par la fédération, et quelques temps plus tard, à 17 ans, elle rejoint la métropole pour intégrer l'INSEP, l'endroit idéal pour se préparer à devenir une athlète de haut niveau. Mais rien ne se passe comme prévu. Marie-Jo est fermée, désorientée, loin de sa famille, pas prête à affronter la grisaille parisienne dans une ville qu'elle ne connaît pas et qui la ramène sans cesse à sa couleur de peau. En plus, malgré un talent évident, l'intégration au sein du groupe d'entraînement, composé d'athlètes expérimentés, est difficile pour une jeune fille qui n'a pas encore pris la pleine mesure de son corps. Elle le trouve trop long, trop maigre. Sur la piste, elle veut s'orienter vers le 400 mètres, mais son entraîneur Fernand Urtebiz, la jugeant trop frêle, la cantonne aux 200 mètres. Marie-Josée se démotive et arrive régulièrement en retard aux entraînements. Elle finit par se braquer, quitte l'INSEP et décrète que l'athlétisme et elle, c'est terminé. Elle enchaîne alors des petits boulots, mais finalement, 7 mois plus tard, son copain de l'époque la présente à un autre entraîneur parisien, François Pépin, qui lui propose de reprendre tranquillement l'athlétisme. Le pédagogue, il réussit à faire ressurgir le plaisir de l'athlétisme en elle. Dans un groupe jeune, Marie-Josée trouve sa place et se retrouve à essayer plusieurs disciplines, le 400 mètres haies, mais aussi le 100 et 200 mètres. Mais il y a toujours une distance qui l'attire plus que les autres. Le tour de piste, que beaucoup considèrent comme l'épreuve la plus dure de l'athlétisme. Un inclassable entre du sprint et du demi-fond. Un sprint d'endurance diront certains, car il faut allier la puissance physique et la technique du 100 ou 200 mètres à une résistance face à la montée d'acide lactique comme du 800 mètres. Au départ de cette course, tous le disent, ils ont la boule au ventre, car ils savent qu'ils vont être poussés dans leur retranchement, s'écroulant de souffrance à peine la ligne d'arrivée franchie. C'est aussi la plus longue distance où les athlètes utilisent des starting blocks et conservent leur propre couloir durant toute la course. Chaque coureur est donc seul face à lui-même, dans une guerre face à la douleur. Malgré cette complexité, la Guadeloupéenne est naturellement attirée par cette distance. Mais puisque son nouveau coach est encore un peu réticent à l'idée de l'aligner sur 400 mètres, elle va elle-même s'inscrire auprès des organisateurs de meetings. Ses premiers résultats sont excellents, à tel point que quelques mois après ses débuts sur le tour de piste, elle devient championne de France du 400 mètres en 51 secondes 35, effaçant le plus vieux record de l'athlétisme français qui datait de 19 ans. Et au passage, elle décroche sa qualification pour les Jeux Olympiques de Séoul le mois suivant, pour sa toute première année professionnelle. À tout juste 20 ans, Marie-Josée découvre un nouvel univers dont elle ignorait tout jusque-là. Elle, qui ne s'intéressait pas spécialement au sport à la télé plus jeune, croise de près les plus grands champions de l'époque, comme les sprinteurs Carl Lewis ou Florence Griffith Joyner. D'ailleurs, Pérec aurait pu courir face à cette dernière, car finalement, la Française a préféré s'aligner sur le 200 mètres, qu'elle a plus préparé cette saison, mais sera éliminée dès les quarts de finale à la suite d'une blessure, alors que de son côté l'américaine pulvérise le record du monde de la discipline. Un record qui tient encore aujourd'hui, malgré de nombreux soupçons. Ces Jeux ont le mérite de faire prendre conscience à la jeune Française l'ampleur planétaire des Jeux Olympiques. Elle comprend qu'ils couronnent les champions et championnes qui marquent leur époque, et se promet qu'elle reviendra, mais cette fois, pour gagner.
L'année suivante, en 1989, Marie-Josée enchaîne les performances. Elle devient d'abord championne d'Europe en salle du 200 mètres, puis décide de s'aligner sur le 400 mètres haies au championnat de France, qu'elle remporte également. Elle confirme un peu plus son énorme potentiel cette année-là, lors d'une course face au meilleur spécialiste mondial. Elle s'impose en améliorant de plus d'1 seconde son record de France sur 400 mètres, avant d'être finalement disqualifiée pour être sortie de son couloir. Malgré la colère de la disqualification, c'est un déclic pour elle, car elle prend enfin conscience de la grandeur de son talent. L'année suivante, elle obtient au championnat d'Europe à Split la médaille de bronze sur 400 mètres. Il s'agit de sa première médaille dans une compétition majeure sur la distance. Une course lors de laquelle elle a seulement été battue par 2 Allemandes de l'Est, dont Grit Breuer, tout juste 18 ans, et annoncée comme la craque générationnelle de la discipline. 1991 arrive. Les résultats de Marie-Josée Pérec restent très bons, mais il semble atteindre un premier plafond. Alors, elle sent que pour passer un cap, elle a besoin de changement, et décide donc de rejoindre le groupe de Jacques Piensata, une référence en France. Un coach extrêmement pointu sur la technique, spécialiste de la biomécanique et en avance sur son temps, notamment avec l'utilisation de l'analyse vidéo. Cependant, c'est un autre caractère fort avec qui Marie-Josée devra composer. Reste que sous sa houlette, elle réalise une superbe préparation en vue de la saison 91, et les chronos vont tomber un à un. Elle prend d'abord le record de France du 200 mètres en 22,26, puis court le 100 mètres en 10,91, devenant championne de France sur une 3e discipline différente, s'emparant également du record de France de la discipline. Le tout avec la 4e meilleure performance mondiale cette année-là. Tout simplement exceptionnelle quand on sait qu'elle reste avant tout une coureuse de 400 mètres. La Française impressionne par sa polyvalence rarissime à un tel niveau. Si sur le plan national Marie-Josée impressionne, le grand objectif de la saison 1991 reste les championnats du monde à Tokyo sur 400 mètres. Et il s'annonce plutôt bien, car elle a battu sa rivale annoncée Grit Breuer chez elle en Allemagne dans une folle dernière ligne droite. Surtout, pour la première fois, la Française est passée sous les 50 secondes sur le tour de piste, signant au passage le chrono de référence de l'année. À Tokyo, la Française sent la pression, car elle est bien dans la peau de la favorite. Mais cela ne l'inhibe pas, et elle gère parfaitement ses séries. Marie-Josée Pérec s'apprête donc à disputer sa première grande finale mondiale en plein air. Couloir 4, la Française crève l'écran en partant très fort. Grit Breuer est couloir 3 et tente de contenir l'écart, qui reste minime avant la dernière ligne droite. Mais Marie-Josée Pérec s'envole, décidément trop forte sur la fin de course. 49,13 record personnel, elle devient la première athlète française à devenir championne du monde à 23 ans seulement. Cette année-là marque aussi un tournant, car l'éclatement du bloc de l'Est, combiné à l'arrivée progressive des contrôles antidopage, va voir la composition des podiums, surtout féminins, grandement changer. Les athlètes de l'ex-URSS et de la RDA vont laisser de plus en plus régulièrement des places à des filles du bloc de l'Ouest. Pour Marie-Josée Pérec, 1992 est l'occasion d'affirmer sa domination sur le 400 mètres, avec dans son viseur le titre suprême, la médaille d'or aux Jeux Olympiques. À 2 semaines du début des Jeux de Barcelone, la championne du monde envoie un message fort à la concurrence et s'impose en 49,50 à Nice, meilleure performance mondiale de l'année. Forte de l'expérience de ses premiers Jeux à Séoul 4 ans auparavant et dans une forme étincelante, la Guadeloupéenne arrive sereine. Au-dessus du lot, elle se fraye une place en finale sans souci. Elle va donc disputer sa première finale olympique. Et contrairement aux autres courses importantes, Marie-Jo arrive à s'alimenter normalement la veille de la finale et semble dans un état de sérénité peu habituel pour elle. Malgré une certaine pression, celle de la favorite, celle de l'unique espoir d'un athlétisme français, à la dérive à l'époque. L'Allemande Grit Breuer est tombée dans une affaire de dopage. Sa principale rivale s'appelle donc Olga Brizgina, qui n'est autre que la championne olympique en titre et qui semble bien remis de sa grossesse.
Derrière Brisgina, après plus de 300 mètres, Perec sort une dernière ligne droite dont elle seule a le secret pour s'offrir la médaille d'or olympique. Elle y croit à peine et pourtant, elle vient de devenir la première Guadeloupéenne médaillée aux Jeux Olympiques. Son retour chez elle est triomphant et laisse présager un changement de dimension dans le paysage médiatique français. Car ceux qui sont passés à côté du phénomène Perec jusqu'à ces Jeux découvrent une athlète longiligne de 1,80 m pour 58 kg, avec de longues jambes qui lui permettent d'aller chercher des foulées de 2,50 m. Malgré sa grande taille, elle reste une très bonne vireuse, notamment grâce à une excellente technique qui transparaît dans sa foulée si caractéristique, à la fois relâchée, puissante et légère, qui lui vaudront le surnom de la gazelle. Ascension, je lui ai donné un surnom, c'est Star Trek, c'est-à-dire la vedette, un peu comme dans le feuilleton, la vedette de la piste, la gazelle. Et puis cette capacité d'accélération dans la dernière ligne droite lui permet de faire la différence et de rentrer un peu plus dans le cœur des supporters. Plus que dans celui des médias, car en interview, on sent une jeune femme peu bavarde, mais sans langue de bois, qui surtout n'hésite pas à pousser des coups de gueule contre la presse sportive française quand son traitement médiatique ne lui plaît pas. Ce qui n'empêche pas à partir de là Marie-Josée Perec d'apparaître un peu partout. Une des magazines, émissions de télé, spots de pub et surtout défilés de mode. Une star est née. Retour à la piste, avec un début de saison 1993 perturbé par des blessures, alors que les mondiaux se profilent à l'été. Marie-Josée Perec veut se concentrer sur la défense de son titre sur 400 mètres. Mais pour Jacques Piacenza, elle n'est pas prête, à cause de cette préparation tronquée. Il l'oriente donc plutôt sur le 200 mètres. Et plutôt avec succès, car à quelques semaines des mondiaux, elle réalise un super chrono sur 200 mètres, l'inscrivant parmi les favorites de l'épreuve. Lors des championnats du monde, le chemin jusqu'en finale n'est pas si évident, mais elle parvient à se qualifier pour la finale. Marie-Josée Perec se retrouve en difficulté sur le départ, elle n'est que 6e à l'entame de la dernière ligne droite. Elle entame sa remontée, mais voyant sa première place hors de portée, elle semble couper son effort avant la ligne, ne finissant ainsi que 4e. Une attitude révélatrice de ce qui compte pour elle, la victoire ou rien. Marie-Jo a en elle cette obsession de la victoire, autant que la peur de la défaite qui l'empêche de s'aligner sur des courses qu'elle ne pense pas pouvoir gagner. Mais cette fin de course désinvolte ne plaît pas à la presse sportive, avec qui Marie-Jo se met un peu plus en délicatesse. Et ça ne plaît encore moins à son entraîneur. Les différends avec l'autoritaire Piacenza s'accumulent. Ce duo qui a atteint les sommets à peine un an auparavant vit ses dernières heures. Après un énième accrochage au sujet de sa participation au championnat d'Europe en salle à Bercy, Perec et Piacenza se séparent. Marie-Josée n'a que 25 ans et va devoir aller chercher un nouveau coach, déjà le 4e de sa jeune carrière. Son caractère n'y est pas pour rien. Elle-même reconnaît qu'elle est très difficile à coacher. Assez réservée, elle est pourtant capable de quitter l'entraînement de colère si ses idées sont défiées. Et sa préférence pour suivre ses sensations au détriment des consignes de ses entraîneurs n'aide pas. Elle doit donc se trouver un nouveau coach pour préparer les prochaines échéances. La France n'étant plus vraiment à sa dimension, elle nourrit ses envies d'ailleurs, en rejoignant les États-Unis. Marie-Josée réussit à convaincre John Smith d'intégrer son groupe à Los Angeles, un groupe pourtant constitué uniquement d'hommes jusque-là. Smith est un coach au profil moins technique, mais excellent dans la psychologie, capable de répondre aux interrogations des athlètes. Il est plus détendu, plus à l'écoute, humainement. Marie-Josée Perec se sent mieux. Et surtout, Smith a cette capacité à fabriquer des champions, comme les récents champions olympiques Kinsey Watt ou Kevin Young. L'acclimatation de la Française à son nouvel environnement se passe parfaitement, et ça se ressent sur la piste, car en ce début de saison, Marie-Jo est intouchable sur le tour de piste. En cette année 1994, le grand objectif est d'aller chercher le seul titre individuel majeur qui manque à son palmarès, le titre de championne d'Europe. Et le suspense n'aura jamais vraiment lieu, tant la Française est au-dessus du lot. Championne d'Europe, championne du monde, championne olympique du 400 mètres. La Française complète sa collection. Jusque-là, je vous ai parlé uniquement des performances individuelles de Marie-Jo. Elle a en réalité souvent couru les relais avec l'équipe de France, que ce soit le 4x400 ou le 4x100 lors des compétitions majeures, mais sans jamais parvenir à décrocher de médaille, empilant en revanche les places d'honneur. Mais cette année, Marie-Jo est bien accompagnée sur le 4x400 mètres, à tel point qu'elle reçoit le témoin en tête. Va offrir une nouvelle médaille d'or à l'équipe de France, alors que Gunnel revient comme une folle, mais n'inquiétera pas l'Allemagne. Victoire de Marie-Josée Perec. Record de France pulvérisé. Marie-Josée Perec finit le travail, elle s'offre un doublé doré lors de ses championnats d'Europe à Helsinki, alors que jamais un relais féminin français n'avait remporté un titre international. Et encore aujourd'hui, le record de France du 4x400 mètres effectué ce jour-là
tient toujours. En revanche, jamais aux mondiaux ou aux Jeux olympiques, Marie-Josée Pérec ne parviendra à décrocher de médaille en relais, non sans avoir essayé. La gazelle a désormais tout gagné sur 400 mètres. Et pour rester stimulée par l'athlétisme, elle vise de nouveaux objectifs. Cette année, elle va tenter un doublé que personne n'a réussi par le passé, en combinant 400 mètres et 400 mètres haies aux mondiaux. Si la distance à parcourir est la même, le 400 mètres haies est une course d'obstacles qui demande non seulement de la vitesse, mais aussi une gestion spécifique du franchissement des haies. Avec John Smith, Marie-Jo perfectionne sa technique pour franchir les haies, et ses résultats sur le 400 mètres haies progressent. Après le 100, le 200, le 400, elle s'empare du record de France du 400 mètres haies, un record qu'elle améliorera à 3 autres reprises cette année-là. Mais à quelques jours des mondiaux de Göteborg, une petite blessure l'empêche de tenter le doublé. Elle préfère assurer en se concentrant sur la reconquête du titre, abandonné 2 ans plus tôt sur 400 mètres. Marie-Jo s'impose finalement assez nettement après avoir longtemps été accrochée par Cathy Freeman, une Australienne de 5 ans sa cadette et qui semble s'annoncer comme sa prochaine grande rivale. Arrive 1996 et les Jeux Olympiques d'Atlanta. Marie-Josée est désignée porte-drapeau de la délégation tricolore, ce qui fait tout simplement d'elle la première Française à être porte-drapeau de l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Révélateur de la dimension que Marie-Jo a pris après plusieurs années au sommet. Signe aussi que les attentes envers elle sont fortes. Mais pour elle, le symbole est immense. Elle, la femme noire, qui a dû se faire accepter à son arrivée en métropole face à ses différences, mène la délégation française dans la ville de Martin Luther King. Et cette cérémonie d'ouverture ne manque pas d'images marquantes, puisque c'est Mohamed Ali, l'idole de sa grand-mère, connu pour ses prises de position contre la ségrégation raciale, qui allume la vasque, malgré ses tremblements dus à la maladie de Parkinson. Pour le sportif, la mission de Marie-Jo est claire, conserver son titre sur 400 mètres, un accomplissement jamais réalisé jusque-là, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et le principal obstacle vient probablement de Cathy Freeman, qui a encore progressé par rapport à l'an passé. Intouchable sur la dernière ligne droite, devant 85 000 spectateurs en fusion, Marie-Jo réalise un chrono ahurissant, 48-25, record olympique, la 3e meilleure performance de tous les temps, alors que les 2 premières sont entachées de soupçons de dopage. Marie-Jo peut savourer, mais pas bien longtemps, car le travail n'est pas tout à fait terminé. Avec John Smith, l'objectif de faire le doublé avec le 200 mètres a toujours été planifié, mais gardé secret auprès des médias, contrairement à Michael Johnson, l'Américain, qui lui a annoncé vouloir réaliser ce même doublé chez les hommes. Et autant sur 400 mètres, la Française fait figure d'épouvantail, autant sur 200, Marie-Jo est dans la peau de l'outsider. Plus de la moitié des femmes, au départ de la finale, ont couru plus vite qu'elle cette année sur la distance. Et elle n'a jamais ne serait-ce décroché une médaille sur cette distance en championnat majeur. Marie-Jo sort une nouvelle ligne droite de folie pour ancrer un peu plus son nom dans la légende, en devenant la première athlète française triple championne olympique, et encore unique à ce jour. Avec le décalage horaire, ce sont des centaines de milliers de Français qui se sont levés en pleine nuit pour suivre les exploits de Marie-Josée Pérec. Et pour le clin d'œil de l'histoire, quelques minutes après son doublé magique, qu'elle a été la première à réaliser, Michael Johnson réussit la même prouesse chez les hommes, avec le record du monde du 200 mètres en prime. Mais la France n'a Dieu que pour Marie-Josée Pérec, qui a aidé la délégation française à réaliser à Atlanta l'une de ses meilleures Olympiades, avec pas moins de 15 médailles d'or. D'autres champions ont ainsi émergé, mais c'est bien la coureuse originaire de Basse-Terre qui est la star côté français. Car tout le monde peut s'identifier à elle, l'athlétisme étant l'un des sports les plus faciles d'accès. En plus, elle dégage cette élégance, cette légèreté, qui la rendent agréable à regarder. Et surtout, elle gagne, à une époque où la France n'a pas encore connu ses plus grands succès dans les sports collectifs. À Atlanta, Marie-Jo atteint le prime de sa carrière, aussi bien par ses résultats que par l'impression qu'elle a laissée en piste. Elle n'a que 28 ans, domine sa discipline et semble encore promise à quelques années. Pourtant, après ces Jeux,
le doute va s'installer. Au Mondiaux d'Athènes en 1997, Marie-Jo vise le 200 mètres. Cela se passe bien sur les premiers tours, mais elle est contrainte de déclarer forfait pour les demi-finales suite à une élongation à la cuisse. La déception est grande, mais le pire est peut-être à venir. Épuisée début 1998, des examens révèlent que Marie-Josée Pérec souffre d'une mononucléose sévère. Cela affecte fortement son souffle et son endurance. Elle peut à peine faire plus de 10 minutes de footing. Ne pouvant plus s'entraîner et suivant un traitement médical, elle prend une douzaine de kilos. Les médecins lui prédisent qu'elle ne pourra plus jamais pratiquer son sport à haut niveau. 1998 est une saison blanche, 1999, une lente reprise. Les résultats sont très moyens. Marie-Jo renonce au championnat du monde de Séville pour se concentrer sur les Jeux Olympiques de Sydney, qui arrivent dès l'année suivante. Et pour préparer ces jeux, Marie-Jo va prendre tout le monde à contre-pied. Se sentant moins centrale au sein d'un groupe où ses compagnons d'entraînement se couvrent de succès, elle ressent le besoin d'avoir un coach uniquement pour elle. Surtout qu'elle pense être espionnée par Nova Peris, une athlète australienne proche de Cathy Freeman qui a intégré le groupe de John Smith. Elle quitte donc le soleil de Californie pour rejoindre Rostock en ex-Allemagne de l'Est. Un choix extrêmement surprenant pour plusieurs raisons. Déjà, la grisaille de la mer Baltique n'est pas très attractive, tout comme cette partie de l'Allemagne, encore en reconstruction. Mais surtout, elle s'associe avec un entraîneur au passé sulfureux, un certain Wolfgang Meyer, qui n'est autre que l'ancien entraîneur et désormais mari de Marie Takor, la recordwoman du monde du 400 mètres. Un record que Marie-Jo Pérec n'a pas hésité à remettre en cause publiquement lors d'une de ses nombreuses prises de position contre le dopage. Pourtant, contre l'avis de tous ses proches, elle fait le pari de rejoindre Wolfgang Meyer car elle croit en ce technicien hors pair et ses exigeants entraînements basés sur la répétition. Et ce, malgré qu'il soit à la retraite depuis déjà 10 ans. Après quelques mois ensemble, la mayonnaise prend, puisque Marie-Josée Pérec court en juillet 2000 son premier 400 mètres depuis près de 4 ans. Elle termine 3e en 50-32. C'est avec ce chrono très correct que Marie-Jo s'envole direction l'Australie pour les Jeux, avec l'objectif de défendre son titre sur 400 mètres. En son absence depuis quasiment 4 ans sur la discipline, une nouvelle reine s'est emparée du trône, puisque l'Australienne Cathy Freeman est devenue double championne du monde. Et même bien plus, elle est le symbole aborigène de la nation. Et c'est elle qui est désignée pour allumer la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture. Du calme de Rostock, Marie-Jo débarque à Sydney pour participer à la course des Jeux, le 400 mètres féminin. Son opposition face à Cathy Freeman est extrêmement attendue. La pression autour de cette course est décuplée. Si Marie-Jo semble être prête physiquement, elle va devoir l'être encore bien plus mentalement. Car dès son arrivée, la presse australienne n'est pas tendre avec la française. Ses moindres faits et gestes sont scrutés et relayés dans la presse. Un climat hostile s'instaure envers elle dans tout le pays. Le duel Freeman-Pérec devient l'actu numéro 1. Marie-Jo ne s'est pas installée au village olympique avec le reste de la délégation française, mais a plutôt choisi de faire bande à part dans un hôtel avec son compagnon américain et athlète, Antoine Maybank. Un isolement choisi qu'elle va finir par subir, car la Fédération française d'athlétisme la laisse bien seule pour affronter ce tourbillon médiatique. Marie-Jo le sent, ou plutôt s'en persuade, tout le pays est contre elle. L'hostilité se transforme en menace avec plusieurs incidents jusque dans son hôtel. Marie-Jo Pérec ne se sent plus en sécurité. Sa décision est prise. Elle veut quitter Sydney le plus vite possible. Direction l'aéroport. Les télés australiennes les traquent encore. Son compagnon craque. L'Américain s'énerve et course le caméraman dans l'aérogare. Écoute-moi bien, si tu t'approches à nouveau, je vais vraiment te faire mal. T'as bien compris? Avant même d'avoir pris le moindre départ, Marie-Josée Pérec a pris la fuite, son couloir laissé vacant. Cathy Freeman, dans une tenue futuriste, remporte le sacre d'une vie avec un chrono qui semblait à portée de la française. Une question reviendra encore et encore dans les médias. Pourquoi Marie-Josée Pérec a quitté Sydney? Avec le recul, elle semble avoir été victime de son isolement, tombant dans une spirale paranoïaque. Il lui a fait ressentir les faits de manière décuplée, comparée à la situation réelle. L'inaction de la Fédération française d'athlétisme face à la situation sera pointée du doigt. Une équipe de France d'athlétisme qui finira les Jeux bredouille, alors que le cadre de sa grande championne et principale chance de médaille a été particulièrement mal géré. L'épisode de Sydney est le climax d'une relation compliquée avec les médias. La peur de la prise de parole en public de Marie-Jo a nourri l'incompréhension de la presse. Pourtant, elle semble toujours avoir énormément lu ce que disait la presse sur elle, peut-être trop, au point d'en être affectée, n'hésitant pas à reprocher aux journalistes quand les articles sur elle ne lui plaisaient pas.
Après Sydney, elle fait quelques apparitions pour tenter d'expliquer ce qu'il s'est passé. Mais Pérec n'annonce pas sa retraite. À plusieurs reprises, elle s'imagine même faire son retour, notamment en 2003 pour les mondiaux à Paris. Mais plus jamais la gazelle ne foulera la piste en compétition. La faute à un corps qui ne semble plus prêt à endurer l'exigence du très haut niveau, alors que le traumatisme de Sydney perdure encore pendant de nombreuses années. Cette fin n'était pas celle espérée, mais elle n'efface pas l'ensemble d'une carrière exceptionnelle, qui l'a vue devenir la seule triple championne olympique de l'athlétisme français. Elle, qui détient encore aujourd'hui le record de France du 200, du 400, du 400 et du 4x400. Elle est la seule athlète au monde à avoir couru à la fois moins de 11 secondes au 100 mètres, moins de 22 secondes au 200 mètres, moins de 49 secondes au 400, moins de 54 au 400 et preuve d'une polyvalence hors norme. Énumérer son palmarès, dire qu'il est immense est une chose, mais l'empreinte qu'elle a laissée l'est encore plus. Pour ça, il suffit d'écouter la génération qui a suivi ses exploits pour le comprendre et mesurer l'immensité de l'héritage qu'a laissé Marie-Jo Pérec. Elle, la femme noire des Antilles, arrivée anonymement en France, est devenue emblème de réussite pour tout un pays. Elle obtient finalement sa 4e médaille d'or à Paris en 2024 lorsqu'elle enflamme la vasque Olympie, symbole d'une paix retrouvée avec l'olympisme.